RCF. Le 18-19 en Nouvelle-Aquitaine, Blandine Gène. France Asso Santé a pour mission de représenter les patients et les usagers du système de santé en France et de défendre leur intérêt. Association qui vient de sortir un plaidoyer pour l'avenir du système de santé avec 20 propositions concrètes. On en parle ce soir avec Patrick Charpentier, président régional de France Asso Santé en Nouvelle-Aquitaine. RCF, le 18-19 en Nouvelle-Aquitaine. L'association France Asso Santé vient de présenter 20 propositions afin d'améliorer le système de santé. Un texte qui est baptisé Tous unis pour notre santé, une association qui a pour mission de représenter les patients, les usagers en France et d'œuvrer pour le respect de la démocratie en santé. On en parle ce soir avec vous, Patrick Charpentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président régional de France Asso Santé en Nouvelle-Aquitaine. Alors déjà, pourquoi ces 20 propositions ? Il y a un lien avec les élections présidentielles et législatives à venir ? Oui, ça fait depuis maintenant plusieurs mois que France Asso Santé et ses associations membres ont travaillé sur l'élaboration de cette plateforme qui sera proposée pour enrichir les débats en cette année d'échéance électorale, les présidentielles dans un premier temps, les législatives dans un second temps. Et on vient de sortir en effet un communiqué de presse intitulé « Tous unis pour notre santé », 20 propositions pour améliorer le système de santé et permettre à chacun d'être acteur de sa santé. Alors pour nous, la santé, au sens de la définition de l'Office mondial de la santé, c'est-à-dire qu'elle soit environnementale, familiale, bien sûr sur les maladies, on le veut en ce sens. Et à ce titre-là, donc, on y a rajouté une dimension qui sont les dimensions de citoyenne, de liberté en santé, égalité en santé, fraternité en santé. Alors, liberté qui pour nous va passer par une émancipation de chacun grâce à l'éducation à la santé. Comment on va faire en sorte que dès le plus jeune âge, chaque citoyen puisse être acteur de sa propre santé. Égalité en santé, elle va exiger automatiquement un équilibre et quelque chose d'équitable et juste du système de santé. C'est bien beau d'avoir aujourd'hui une volonté de se soigner. Il faut qu'on ait les professionnels au plus près des médecins, des spécialistes et des professions médicales et paramédicales. Ça, c'est l'égalité en santé. Et puis la dimension de fraternité en santé, parce que on voit bien dans ce qu'on a traversé au niveau de la crise Covid, et on voit bien aussi dans ce qu'on traverse à travers un petit peu ce qui se passe en Ukraine, on a besoin d'un système qui sera profondément humaniste et solidaire. Et c'est en ce sens qu'on a fait ces 20 propositions sur l'amélioration de notre système de santé et surtout la participation citoyenne des associations au niveau donc du système de santé de demain. Oui, car c'est aujourd'hui du constat et du diagnostic fragilisé et qu'il convient de restructurer et réparer dès à présent. Ces propositions, justement, elles ont été étayées par justement toutes ces associations, des associations qui justement aussi représentent les usagers autour du domaine de la santé, c'est ça ? Alors, elles ont été étayées par des associations nationales au niveau de France Asso Santé, par des associations régionales qui ont contribué également à leur élaboration. Et elles ont eu également une consultation citoyenne, parce qu'on a voulu absolument les confronter, pour certaines d'entre elles, avec ce regard des citoyens, de façon à ce qu'ils puissent nous dire la pertinence qu'elles avaient sur l'échiquier de la santé de demain. Alors vous nous disiez liberté, égalité, fraternité, des propositions basées sur ces trois thématiques. Alors concernant la liberté, vous mettez notamment en avant dans vos propositions l'importance de l'éducation à la santé, c'est-à-dire être plutôt dans le préventif que dans le curatif. Vous faites le constat vous-même, je crois qu'on a tous perçu, le diagnostic il est très clair depuis plusieurs années, c'est qu'on a une médecine très curative et pas suffisamment préventive. Alors il faut inverser peut-être les éléments, d'apporter le budget davantage sur du préventif et puis permettre à chacun, dès le plus jeune âge, d'adopter de bonnes pratiques pour entretenir son capital santé. Ça passe par l'école. L'école en France, elle apprend à lire, à conduire, à lire, à écrire, à parler et à compter. Eh bien, on pourrait aussi considérer que dès le plus jeune âge, on ait une sensibilisation sur la santé au niveau des enfants, des adolescents et dans une vie adulte, à pouvoir leur donner les éléments essentiels sur ce capital santé qui est le leur et qui leur appartient. Des propositions concrètes justement pour éduquer les jeunes dès le plus jeune âge, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a des pays aujourd'hui où ça se fait et où d'entrée de jeu, automatiquement, les enfants sont plus à même, les adolescents sont plus à même d'aborder un petit peu la dimension de santé au sens très très large.
par rapport à l'alimentaire, par rapport à l'activité physique. On sait aujourd'hui que les enfants sont plus sédentaires aujourd'hui que ceux d'hier. Il y a besoin de ramener cette éducation, cette prévention dès le plus jeune âge. Alors quand on parle d'égalité en santé, vous revendiquez un accès équitable aux soins en mettant en avant le manque de médecins spécialistes. Ça, c'est une problématique qui est là depuis des années. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez avoir les moyens financiers que vous pouvez dispenser au niveau éventuellement des ministères. Si en face, vous n'avez pas de professionnels, ça va pas se matcher, quoi. Donc, on voit bien la dimension sur la désertification médicale. Avant de retrouver un équilibre, il faut 10 ans pour former les professionnels qui permettront de rééquilibrer. Donc, on a besoin absolument aujourd'hui de retravailler sur des solutions de territoire, de proximité. Alors, bien sûr, avec du présentiel, mais aussi avec donc tous les outils de la téléconsultation, toute la dimension de faire que certains professionnels puissent aussi avoir des actes qu'ils n'ont pas aujourd'hui, je pense aux pharmaciens, des infirmières qui pourraient avoir aussi des techniques avancées. Tout ça, c'est un peu en mouvement, mais il faut lui donner corps, il faut le préparer, il faut le mettre en place sur les territoires, et ça va permettre de passer le cap de ces prochaines années qui permettront, avec les nouveaux arrivants au niveau des médecins et des spécialistes, de retrouver un équilibre dans les 10 années à venir. Avec le fait aussi que on puisse peut-être ne pas autoriser non plus comme c'est le cas pour éventuellement les pharmaciens, les kinés, les infirmières, mais les médecins aujourd'hui ont une capacité de s'installer où ils veulent, comme ils veulent. On a des zones qui sont très surdotées en Nouvelle-Aquitaine. On pourrait considérer qu'au moins sur ces zones-là, on ne puisse pas avoir de médecins qui s'installent parce qu'ils sont déjà, pour certains, déjà nombreux sur ces zones et qu'on favorise une installation sur des zones qui seraient encore attractives et plus confortables pour répartir les soins de la population. Et les maisons de santé pluridisciplinaires, ça aussi, c'est une solution pour les Alors, territoires ruraux, notamment. Alors, on a en effet aujourd'hui la déclinaison de maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont aujourd'hui dans des projets qui sont bien amorcés avec la population, les citoyens, les associations, les élus, les professionnels en capacité de pouvoir investir les lieux. Ça reste dans des communautés de communes et d'agglomération des solutions qui sont intéressantes et qu'il faudra pouvoir, bien sûr, évaluer à court, moyen, long terme. Ça ne se duplique pas parce que ça marche à un endroit, c'est pas sûr que ça puisse marcher à un autre. Il faut faire du sur-mesure par rapport à la proximité du soin de premier recours, bien sûr avec les hôpitaux de recours de proximité et les 3 grands CHU que nous avons sur notre Nouvelle-Aquitaine qui sont Limoges, Poitiers et Bordeaux. Il y a une filière de soins à réaborder, il y a une dimension hôpital-ville qui doit être mieux structurée et j'espère qu'on aura un GPS santé qui nous permettra de pouvoir avoir un parcours linéaire. Et aussi peut-être s'appuyer sur les cliniques privées qui sont aussi un maillage du territoire en termes de santé. Alors je pense que moi j'ai pas envie aujourd'hui, on a l'hôpital, c'est principalement la santé publique, c'est l'hôpital qui le porte, mais je crois qu'on a en effet, comme vous le dites, besoin de mailler aujourd'hui des complémentarités de compétences. Et je crois qu'à un moment donné, il y a le privé qui a ces compétences-là, il faut continuer à qu'ils puissent les afficher, tout en sachant qu'on sait que sur certains problèmes de santé publique, seul l'hôpital aujourd'hui est en capacité de pouvoir y répondre. Et il faut donner tous les moyens à l'hôpital pour pouvoir y parvenir, et notamment dans les urgences qui sont aujourd'hui un lieu de passage qu'il faut revisiter et qu'il faut sûrement restructurer par rapport à ces personnes qui y arrivent aujourd'hui et qu'on pourrait peut-être un peu mieux organiser sur leur arrivée avec les compétences des urgentistes que nous avons. Alors l'épidémie de Covid-19, elle a bien sûr été un révélateur des faiblesses de notre système de santé. Est-ce qu'il y a une grande prise de conscience aujourd'hui, une plus grande prise de conscience sur le sujet selon vous? Ah ben écoutez, je pense qu'on a dû prendre conscience qu'avec une crise Covid qui nous est tombée dessus très brutalement, d'un seul coup, avoir supprimé des lits au fil du temps, quand on avait besoin de lits en réanimation, on s'apercevait qu'aujourd'hui, c'était difficile de pouvoir traiter les cas Covid et de continuer les soins des rééducations pour les autres personnes. Ça, c'est un constat. Il faudra y remédier. On a la chance aujourd'hui d'avoir un Covid, certes toujours présent, mais moins envahissant au niveau des réanimations. Sinon, on aurait pu replonger dans le même constat. Je crois qu'il faut le prendre en compte et il faut considérer qu'aujourd'hui, la dégradation de la situation sanitaire en Nouvelle-Aquitaine ne doit pas rimer avec la dégradation de notre système de santé. Donc, je crois que tout le monde est conscient sur le diagnostic. Maintenant, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver des solutions à court, moyen et long terme pour garder notre système de santé qui était quand même un fleuron brillant au niveau de la France. Et ce serait dommage qu'il continue à se dégrader.
C'est là aussi le principe de ce système de santé humaniste et solidaire que vous prenez dans ces propositions. Ben oui, vous savez, je crois que la relation très singulière entre un patient et un soignant, elle commence déjà par ce capital confiance, cette dimension humaine, cette dimension relationnelle. Et si elle est bien instaurée, bien instruite, elle peut permettre ensuite de pouvoir avancer sur la dimension des soins. Mais il y a besoin absolument de cette dimension humaniste dans le relationnel et solidaire parce que je crois que de toute façon, la dimension du financier aujourd'hui fait qu'il y aura plusieurs financeurs et c'est la solidarité qui permettra de continuer à avoir un système de santé tel qu'on l'a en France aujourd'hui. Alors le 4 mars 2002 était promulguée une loi essentielle dans l'histoire de la démocratie en santé, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Le texte est d'ailleurs autrement un autre élément inédit, le fruit de larges et longues concertations avec les associations et toutes les parties prenantes. Cette loi Kouchner, elle a donc 20 ans. Comment est-ce qu'elle est appliquée selon vous ? Alors déjà, il faut dire que ça fait en effet 20 ans, depuis le 4 mars 2022. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, un représentant des usagers, il émane déjà d'une association qui est agréée du système de santé. C'est important de le préciser, parce que si on n'est pas adhérent d'une association agréée, on n'a pas cette capacité de prétendre aux appels à candidature qu'il y a dans différentes instances au niveau des établissements de santé, voire d'autres instances, on en parlera peut-être. Donc, quand on est agréé, ça veut dire qu'on peut après avoir un arrêté de nomination qui fait qu'on peut intégrer ces instances. Il y a 270 établissements privés publics en Nouvelle-Aquitaine. Et dans cette commission des usagers, il y a 2 titulaires, 2 suppléants. Donc derrière, c'est disponible, derrière, c'est motivé. Il faut aussi avoir la capacité de rendre une compétence à ces personnes-là. Et nous apportons toute la formation nécessaire de façon à ce que ces personnes soient avec une efficience au niveau un petit peu de la mission qui est la leur. Et c'était le principe de la loi Kouchner, c'est la défense des droits des usagers et des patients dans le système de santé. Donc, on a quand même fait des progrès notables pendant toute cette période-là. Malheureusement, donc, à travers ce qu'on vient de traverser sur ces difficultés sociales, sur ces inégalités territoriales, sur l'état dégradé de notre système de santé et la crise sanitaire, eh bien, je peux vous dire que dans les 3 mois où la Covid nous est tombée dessus de façon brutale, d'un seul coup, la démocratie en santé a disparu en France. Donc, elle a une fragilité et on est en train tout doucement de la remettre en place, mais on a absolument besoin du regard de ces représentants des usagers pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'on puisse aller vers cette amélioration de notre système de santé, mais du regard des usagers et du regard également des associations. Voilà où on en est. Alors, on a évolué puisque maintenant, au niveau des commissions des usagers, le président de cette commission peut être un représentant des usagers. Et nous avons travaillé avec les établissements de façon à ce que derrière le projet de l'établissement et ses axes dominants, on puisse s'inscrire aussi avec un projet des usagers qui intègre le projet de l'établissement. Mais actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas encore retrouvé un rythme confortable et qu'il convient très très vite de pouvoir tirer le bénéfice de la crise de façon à ce qu'on ne replonge pas dans une inertie si demain on avait éventuellement d'autres problématiques à rencontrer. Alors cette loi Kouchner, elle a notamment, on peut le repréciser pour nos auditeurs, permis l'accès au dossier médical. Est-ce que les usagers le savent et le demandent ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Il y a aujourd'hui énormément de demandes de dossiers médicaux. D'ailleurs, quand on fait le bilan de la commission des usagers, automatiquement, tout ce qui concerne un petit peu ce parcours des dossiers ou des éléments qui sont traités dans les missions de la commission d'usagers fait qu'on a le nombre de demandes et on a la façon dont aujourd'hui un établissement est en capacité de répondre dans les délais aux demandes qui sont faites par les personnes et les familles. D'ailleurs, à notre niveau, France Asso Santé, pour les personnes qui le souhaitent, on est en mesure de faire référence au texte de base qui permet de demander son dossier, mais aussi de préciser un peu la nature des pièces qu'on veut demander, parce que si on n'est pas précis sur la nature des pièces, ça veut dire que l'établissement est obligé d'intégrer la totalité du dossier. Ça fait un travail énorme, parce que quand il s'agit de mettre des pièces, des radios et tout, ça peut représenter un travail et une charge de travail importante. Donc, on demande aux usagers, aux patients, de préciser la nature des pièces qu'ils souhaitent recevoir.
mais c'est un système qui fonctionne bien. Après, il faut qu'on soit dans des timings et on voit bien qu'actuellement, avec la fragilité des ressources humaines, à certains moments, il y a des délais de retour qui dérogent un peu sur les délais qui seraient respectés. Est-ce que justement cette procédure pour accéder au dossier médical, elle est quand même simple ou est-ce que ça peut freiner les patients? Non, elle est très simple. Ouais. On est en mesure, nous, à partir du moment où ils vont revenir vers France Asso Santé ou éventuellement le service que nous avons, puisque nous avons un numéro, si vous voulez, qui est disponible à Paris avec des permanences d'avocats, de juristes, qui permet de pouvoir même apporter un courrier, une référence au texte, et ça envoyer à l'établissement recommandé à que des arrêts absents. Ça marche relativement bien. Alors sur votre chaîne YouTube France Asso Santé, vous avez interrogé des passants concernant cette loi Kouchner. Beaucoup ignoraient encore largement cette loi 20 ans après. Et vous savez, moi j'ai coutume de dire que bon, on s'intéresse au système de santé à partir du moment où on y est confronté. Mhm. Donc c'est vrai que quand on est en bonne santé et qu'on ne fréquente pas les hôpitaux, eh ben, on ne s'interroge pas trop sur est-ce qu'il y a un représentant des usagers dans le système de santé. Est-ce qu'il y a une loi Kouchner qui est aujourd'hui avec 20 ans d'existence. Alors je pense qu'il faut davantage informer, communiquer à échelle d'une population citoyenne. Il y a besoin de savoir qu'aujourd'hui, au niveau d'un citoyen, il y a des instances pour défendre les droits des usagers dans les établissements. C'est plus fragile dans le médico-social, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'instance du Conseil de la vie sociale qui permet de traiter les plaintes et les réclamations. Et on a des dispositifs qui sont un peu en panne au niveau de la Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs. C'est la place des personnes qualifiées. Donc, il vaut mieux aller vers le défenseur des droits, de façon à pouvoir éventuellement faire la doléance des problématiques qu'on rencontre, tout en sachant que je dis malgré tout que tout problème, dans un premier temps, il peut trouver une solution à partir du moment où il est changé, il est parlé, il est écouté dans les dimensions qu'on évoquait tout à l'heure, cette dimension humaine d'écoute de la demande qui est faite par un patient qui a pu avoir un problème avec l'établissement. Après, malheureusement, on a des situations qui sont des situations beaucoup plus graves et qui conviennent qu'elles soient accompagnées. Et si elles ne sont pas traitées à l'échelle de l'établissement, elles peuvent avoir aussi des parcours dans les commissions de conciliation et d'indemnisation. Nous sommes là, nous, simplement pour aider, informer, accompagner le fait que ces personnes-là n'aient pas la double peine par rapport aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous avez un petit peu répondu. Vos missions, donc on l'entendait, défendre les usagers et aussi les informer, c'est ça? Mais oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans ce qu'on appelle ce consentement éclairé entre un patient et un soignant, plus on va être bien sur l'information, plus on va être performant sur la communication qui amène la compréhension. Parce qu'aujourd'hui, quand on va consulter, il y a la personne, le citoyen dit normal, dire standard, mais je peux être en situation de handicap, je peux être malentendant, je peux être malvoyant, je peux être avec une déficience mentale. Comment aujourd'hui, dans ce consentement éclairé, on va m'apporter une bonne information, une bonne communication, avec éventuellement les outils nécessaires. Aujourd'hui, il y a des communications traduites en facile à lire, à comprendre, qui sont de nature à éclairer le fait que tout un chacun, dans le libre choix, puisse en effet accepter une intervention chirurgicale, une opération ou des soins. Ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on sait aujourd'hui que le temps est compté dans les consultations, et même dans une consultation de médecin, et qu'on n'a pas toujours un petit peu cet accompagnement suffisant, d'où la place des associations aujourd'hui pour aider à cet accompagnement. Dans les 20 propositions, on met une proposition qui a été validée par les associations et également par les citoyens disant ce professionnel qu'on appelle référent parcours santé, il ne serait pas utile pour des gens qui n'ont qu'une consultation médicale, un bilan dentaire, éventuellement un bilan ophtalmo, mais pour des maladies chroniques, des maladies neurodégénératives, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, pour avoir un peu ce repérage d'interface entre la famille et les professionnels et les organisations administratives, parce qu'à certains moments, il y a des dossiers à consulter et à co-construire, ce référent parcours santé, eh bien, il serait incontournable. Alors, moi, je le connais parce que j'ai travaillé pendant 20 ans à l'AFN Téléthon. Ça fait 20 ans qu'il existe. La seule difficulté, c'est qu'il est financé par le Téléthon, quoi. Voilà, financer des professionnels, un référent qui serait Ce sont des référents parcours repère santé qui ne prennent pas la place des autres, qui ne se substituent pas à la famille, mais qui sont l'interface
avec le fait que, concernés par un diagnostic, ils puissent avoir le repérage et les clés qu'ils sont capables d'utiliser, d'ouvrir en fonction de leurs compétences, ou qu'à certains moments, on puisse aussi faire avec eux, même à leur place, parce qu'à certains moments, le désarroi est tel que si on ne le fait pas, c'est pas eux qui le feront. Alors, pour terminer, vos 20 propositions, on disait tous unis pour la santé, notamment à destination des candidats présidentiels, candidats législatifs. Vous allez suivre dans les mois à venir si elles vont être prises, si elles sont suivies? Alors ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'elles sont pas posées sur la table là, et pour considérer qu'on les revisitera dans 5 ans. On va déjà voir comment elles impactent. Moi, j'ai regardé un petit peu les programmes des présidentielles. Bon, ils sont tous unanimes sur le constat de notre système de santé. Donc, c'est déjà bien. Maintenant, on va voir quelles sont les propositions et les moyens et les outils, les ressources humaines qui mettent. On va bien voir comment ensuite tout ça évolue au niveau donc de la Nouvelle-Aquitaine, mais surtout sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est là aussi qu'il va falloir accompagner les gens. Et comme disait Michel Lafourcade, cette Nouvelle-Aquitaine, c'est une petite France. On a des zones qui sont surdotées en habitants, quand on prend l'agglomération de Bordeaux. On a des zones qui sont relativement désertiques au niveau de certains départements. On a des gens qui vivent sur des îles. On a des gens qui vivent en montagne. Eh bien, si demain on est capable de répondre à la santé de la population Nouvelle-Aquitaine, on aura peut-être des modèles qui seront intéressants à reproduire à dimension nationale. Merci beaucoup Patrick Charpentier d'avoir été notre invité tout au long de ce 18-19 en Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que vous êtes président régional de France Asso Santé en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Le 18-19, regard politique.